Que s'est-il passé sur la planète ces 24 dernières heures, le tour du monde de la planète, le 22e jour de guerre en Ukraine, c'est signé Olivier Boulenc. Des cadavres au milieu des décombres. Voilà la réalité de la guerre à Tchernihiv, au nord de l'Ukraine. Les secouristes ont sorti les corps sans vie de 5 personnes, toutes membres d'une même famille vivant ensemble dans un appartement d'un immeuble frappé par une bombe russe. À Mariupol, l'aviation russe aurait sciemment frappé le théâtre de la ville. À Kiev, comme dans le reste du pays, tous les hommes sont mobilisés, tous sans exception. Sergei Stavkovski a troqué son short et sa raquette de tennis pour un treillis et une Kalachnikov. Celui qui a éliminé Roger Federer à Wimbledon en 2013 a lui aussi promis qu'il défendrait jusqu'au bout son pays. I cannot say that I feel comfortable around the rifle. I'm not sure how I'm going to react to shooting at somebody. And this is something, and let's say, even if I will be capable of shooting, killing someone is marking you on your life. So I don't believe that any of the Ukrainians are willingly doing it, but we don't have any choice. If we don't stand up, we don't have a country to defend, we don't have a country to live in. Après le Congrès américain, c'est au tour du Bundestag d'applaudir Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé par visioconférence devant les députés allemands aujourd'hui. Il a fait un parallèle entre la crise actuelle et le mur de Berlin. Il a exhorté l'Allemagne à abattre le nouveau mur érigé en Europe contre la liberté depuis l'invasion russe en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine ne s'interdit aucune comparaison douteuse. Il a estimé que les sanctions occidentales qui frappent la Russie étaient comparables aux pogroms antisémites des nazis. À Washington, Joe Biden a pour sa part traité le président russe de criminel de guerre. Pour la Chine, les responsables de la guerre sont les États-Unis et l'OTAN. C'est en substance ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 解决乌克兰危机的钥匙在美国和北约手中。我们希望美国和北约作为危机的始作俑者，好好反思一下他们在乌克兰危机中扮演的角色，切实承担起应尽的责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动。 Le ministère chinois des Affaires étrangères a également qualifié de déraisonnable la révocation par les États-Unis de la licence de télécommunication de la société d'État chinoise Pacific Networks et a démenti les accusations d'espionnage des militants pro-démocratie aux États-Unis. Elle habitait depuis toujours en Russie, mais elle a décidé de fuir. Julie est franco-russe et une semaine après le début de l'offensive, alors que les rumeurs de mobilisation et de fermeture des frontières commençaient à circuler, elle a décidé de partir avec son petit ami. Ils sont des jeunes Russes diplômés et libéraux et ils refusent de rester dans un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Ils ont donc pris un vol pour Istanbul car la Turquie a été l'un des derniers pays à fermer ses liaisons aériennes avec la Russie. Vous savez, on a compris qu'il faut être plutôt pessimiste dans cette situation. Maintenant, parce que toutes ces choses, voilà, ils se passent plutôt dans le mauvais sens. Et on pense, notre plan, c'est quand même s'installer en Europe, on ne sait pas où encore. Mais on espère au moins de pouvoir rentrer en Russie. Et on est avec Rachid Madran, président du Parlement bruxellois, 22e jour de guerre en Ukraine. Vous avez vu le tour du monde, signé Olivier Boulenc. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Rachid? Évidemment, comme tout le monde, toutes ces images, mais j'ai l'impression que la guerre à laquelle on assiste pour le moment, c'est probablement le pire des scénarios imaginables. Et la Russie en porte évidemment l'unique responsabilité. Alors, en même temps, on se dit qu'il faut une réaction forte, ferme, pour essayer de défendre l'Ukraine. Mais en même temps, on sait qu'il faut garder quand même une possibilité de dialogue. Donc il ne faut pas fermer la porte parce qu'il faut quand même qu'on puisse à un moment donné pouvoir déboucher in fine sur peut-être des solutions rapides pour mettre fin au conflit. Donc voilà, c'est à la fois l'horreur de ce qui est en train de se passer et en même temps de se dire que oui, cette Europe pour la première fois parle d'une seule voix.
En tout cas, on a le sentiment qu'elle parle d'une seule voix. Et quelque part, peut-être qu'en 3 semaines, on a fait des progrès immenses dans oui, cette Europe qui n'était pas une Europe de la défense, qui n'était pas unie, etc. Mais en même temps, il faut comprendre aussi les enjeux. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là-bas, aux portes de l'Europe. Et quelque part, on doit aussi se mettre dans la peau des Russes. Mais aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est l'accueil des réfugiés ukrainiens. L'accueil des réfugiés et la vie des civils ukrainiens. Et la vie des civils, Nadia, Robert, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là, ici dans le tour? Moi, c'est cette comparaison absolument scandaleuse que fait Poutine entre les sanctions infligées à la Russie et les pogroms anti-juifs. Enfin, je me dis, mais c'est le monde à l'envers. Donc, si je comprends bien, il se compare, lui, aux juifs et il compare l'Europe aux nazis. Enfin, je me dis, mais ce type, soit il est fou, soit il a un culot absolument en campagne de dénazification, plus de l'Ukraine. Je ne comprends pas. Et je dois dire qu'au-delà de ça, ce qui me choque beaucoup aujourd'hui, ce sont ces observateurs ici, enfin, autour de nous, parfois, qui ont cette position un petit peu de sorte de neutralité, comme ça, de voilà, on ne va pas prendre parti entre la Russie, l'Ukraine, chacun a ses torts, personne n'est tout blanc, tout noir, etc. Ok, c'est vrai, d'accord, je ne dis pas que l'Ukraine est formidable, je ne dis pas que Zelensky est quelqu'un d'absolument blanc comme neige, mais en attendant, il y a un agresseur, il y a un agressé. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Et après, on fera un inventaire. Mais pour le moment, il me semble qu'il n'est pas question de tergiverser, de transiger sur la question de savoir qui est coupable, qui est victime. Mais Robert Verneuil, il y a aussi la position de la Chine, hein, on l'a vu là dans le tour du monde. Moi, j'ai d'abord un sentiment d'impuissance incroyable. Je me dis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en regardant ça? On se dit qu'on est bien peu de choses et qu'on ne sait pas agir. Évidemment, on est révolté devant ce que la population doit subir. Et on se dit, enfin, moi, j'ai fait un petit truc, j'ai réuni quelques vêtements très chauds que j'ai donné à une filière qui va les acheminer jusque sur place. Mais bon, voilà, on fait tous sans doute un petit quelque chose. Mais globalement, on se dit, voilà, c'est peu de choses par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce sentiment d'impuissance qui fait que je me sens gêné. Je me dis, je ne me sens pas coupable, hein, mais je me sens gêné de passer. Après, on aimerait, comme le dit Nadia, enfin, pour le dire autrement, on aimerait pouvoir dire qu'il faut nuancer un certain nombre de choses. Mais c'est impossible. Devant le geste abject qui est en train de se passer, ça n'est pas possible de faire de la nuance. On a effectivement un agresseur et un agressé. Cet agresseur est absolument incroyable de culot, je sais pas, de folie. Peu importe, mais il est d'un cynisme incroyable. De folie, je sais pas, hein, parce que beaucoup essayent de faire passer Vladimir Poutine pour fou, ce qui n'est pas. Je sais pas si c'est fou. Je veux dire, quand on dit fou, on s'entend évidemment, mais il faut quand même pas être tout à fait juste pour un jour ce matin se lever et dire je vais aller bombarder des civils et ceux-là vont mourir et c'est tant pis, ce sera des dégâts collatéraux. Il ne faut quand même pas être tout à fait juste dans sa tête pour raisonner comme ça. Mais en effet, ce qui est inquiétant, c'est qu'il semble y avoir un espèce de petit pôle qui commence à construire autour de la position russe. Les Chinois viennent de dire un certain nombre de choses. Alors, sans tout à fait soutenir les Russes, ils disent quand même des choses un peu inquiétantes. Ils ont tendance à basculer quand même dans le camp russe. Toutes les nations n'ont pas forcément été derrière. Beaucoup d'abstention au niveau des États africains. Quelques abstentions qui sont quand même inquiétantes. Et donc, il y a quand même l'air d'avoir un petit pôle qui est en train de se déclarer, et c'est pas forcément positif. Réjouissant. Allez, on va pousser plus loin, évidemment, la réflexion, et on va rejoindre Paul Manandise. Bonjour Paul, bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous êtes résident français et vous êtes à Kiev, dans la capitale ukrainienne. Première question, la situation sur place là-bas, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, en fait, j'ai le parrain de ma fille qui est un militaire très haut gradé, et donc j'étais avec lui toute la journée et on était sur les checkpoints et on a un peu regardé la situation. La situation, c'est qu'il y a beaucoup de Russes qui arrivent autour de Kiev. Enfin, ils sont pas encore à côté de Kiev, mais ils sont vraiment pas loin. Et donc il y a beaucoup de bombardements, il y a beaucoup de coups de feu, il y a des morts. Donc voilà la situation, quoi. Ouais, et du coup, le moral des habitants de Kiev, il est comment ? Déterminé ou abattu ? Il est à fond. Bah oui, nous on sait qu'on va gagner. Le truc, c'est une question de temps et c'est une question de... C'est quand est-ce que l'Europe va réagir, quoi ? Quand est-ce que l'Europe va comprendre une seule chose ?
un seul président au monde réagit et montre une force à Poutine et c'est fini, la guerre est finie. Il faut le faire là maintenant parce que c'est des millions de vies qui sont en jeu et c'est l'Europe qui est en jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Paul? Vous voulez dire quoi? Il y a des livraisons d'armes européennes à l'Ukraine, mais ça suffit pas, c'est ça que vous voulez dire, Paul Malandise? Disons que ça suffit et grâce à Dieu et grâce à l'Europe, on les a et c'est vrai que ça nous aide beaucoup ici. Parce que c'est du matériel sophistiqué qui nous permet vraiment de résister comme il faut, quoi. Mais ils sont beaucoup. Il faut savoir qu'ici, on se défend contre la Russie, contre les Tchétchènes, contre les Biélorusses. Et là, on a trouvé 4000 Syriens, qui sont 4000 Syriens qui sont arrivés. Mais bon, bref, ce sont des gens qui ont fait le djihad, qui ont fait des choses comme ça, que Poutine envoie ici avec ses amis syriens. Et donc là, nous, on combat quand même 4 pays et c'est un peu compliqué, quoi. Même avec du matériel super sophistiqué. Donc ça veut dire comprendre qu'on est déjà dans la 3e guerre mondiale. Ouais, donc les taux se resserrent autour de la capitale Kiev, alors, c'est ça? Non. Les taux, ils se resserrent pas. Les taux, ils se resserrent depuis 8 ans, depuis que la guerre a commencé. Mais nous, il y a 2 choses qui peuvent nous aider. Ici, nous, on se bat bien, on se défend très, très bien. Et c'est incroyable ce qu'on fait, ce que l'Ukraine fait. C'est un peu comme les 300 Spartiates à l'époque, un tout grand contre un tout petit. Mais les 2 choses qui peuvent vraiment nous aider et ce dont on a absolument besoin, parce que sinon c'est pas possible, on va pas pouvoir gagner, on va résister mais on va pas pouvoir gagner. C'est de fermer le ciel, quoi. Il faut absolument, parce qu'il y a 58 enfants qui sont morts en 2 jours, quoi. C'est incroyable, des enfants de 6 mois, quoi. Après on dit que Poutine n'est pas fou et que c'est un grand président, mais un grand président il tue pas des enfants de 6 mois, quoi. Enfin bref, fermer le ciel, c'est la seule chose à faire. Même si on n'a pas d'aide militaire, on va s'en sortir. Mais fermer le ciel, sinon on va jamais y arriver. Ouais. Paul, vous comprenez bien que si on ferme le ciel, l'OTAN a dit que c'était pas possible puisque c'était mettre un pied dans l'engrenage de la 3e guerre mondiale, puisque ça entraînerait de facto l'OTAN sur le sentier de la guerre. Mais oui, mais l'OTAN, il est déjà sur le sentier de la guerre s'il livre des armes. Et l'OTAN, il est sur le sentier s'il discute avec la Russie. Vous savez pourquoi Poutine est fou? Parce qu'il ne répond pas à toutes les questions qu'on lui pose. Lui, il ment. Il dit qu'il ne va pas envahir l'Ukraine, il envahit l'Ukraine. Il dit qu'il ne va pas envahir le Donbass, il envahit le Donbass. Il faut que l'OTAN prenne une vraie position envers ses amis et non pas ses ennemis, quoi. Parce que Poutine, son plan, c'est quand même de prendre l'Europe après, quoi. Et je suis assez proche des services de renseignement ukrainiens aussi, que pour vous dire que voilà, son plan, c'est ça, quoi. Il ne va pas s'arrêter, il est en train de créer des alliances et tout ça. Donc bref, ça craint vraiment. Donc c'est l'Ukraine, dernier rempart, en fait, pour protéger l'Europe, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. Non, on y est, quoi. Le truc, c'est Kiev, quoi. Comment ça va se passer à Kiev? En fait, si vous voulez, dans l'analyse géopolitique des choses, il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable. C'est que les choses sont un peu improvisées pour l'instant. Donc en fait, il y a Poutine qui avance, qui ne s'attendait pas à une telle résistance, qui s'attendait à ce que l'Europe ferme les yeux, qui s'attendait à ce que les Américains ferment les yeux. La Chine, je pense qu'elle joue encore, que de toute façon, elle va soutenir Poutine. Mais je veux dire, voilà, la bataille de Kiev, là, ce qui est en train de se passer, c'est assez incroyable. Vous savez, dans les villes comme Gastomel, vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend, on vous écoute. Dans les villes en dehors, Irpin par exemple, c'était une ville. Il faut savoir pourquoi il y a eu tant de dégâts là-bas, quoi. C'est une ville où les vétérans de la guerre, ou ceux qui ont été amputés, qui ont sauté sur des mines, se reposaient, quoi, ou étaient en rééducation. Donc, il choisit vraiment des lieux comme ça qui sont d'une mesquinerie épouvantable, d'ailleurs. Donc, moi, je crois qu'en fait, Kiev, c'est là que ça va se jouer. S'il arrive à nous prendre Kiev, ce dont je doute, moi. Ouais. Paul, le président du Parlement, Rachid Madrana, a une question pour vous. Rachid. D'abord, je voulais vous dire notre admiration, notre respect et toute notre solidarité. Ça peut paraître absolument anecdotique, mais vous savez qu'aujourd'hui, le drapeau ukrainien flotte au Parlement bruxellois depuis 3 semaines. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, la stratégie de Poutine, c'est d'essayer de contrôler les villes pour, à un moment donné, être en position de force pour peut-être négocier quelque chose dans d'autres parties du pays? Nous, vu de l'extérieur, c'est un petit peu difficile de comprendre cette stratégie sauvage. Vous savez, lui, ce qu'il veut, c'est se rapprocher de l'Europe à tout prix. Moi, c'est mon avis, hein. Il compte ou il compte pas, mais je me suis pas encore trompé sur tout ce qui allait se passer. Enfin, c'est moi qui avais annoncé, j'étais le premier
qu'il y avait 150 000 soldats à la frontière russe. Et puis l'information a fait le tour du monde il y a 10 mois de ça, et j'avais déjà prévu cette guerre. Enfin bref, mon analyse, elle est bonne. Même si je suis chanteur, j'ai quand même une petite expérience avec l'armée de géopolitique. Donc moi, je crois que ce qui peut se passer, c'est que il y a beaucoup de soldats russes qui commencent à se placer en Biélorussie, là. Il y a beaucoup de, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont à Lviv, qui sont qui sont à 70 km de la frontière polonaise, et qui me disent que il y a des bombardements, il y a les diversants, ce qu'on appelle les diversants, donc les espions qui se font passer pour des Ukrainiens, mais qui en fait sont russes et qui attendent de se faire sauter ou de tuer quelqu'un, ou ils ont des cibles. Moi, je pense vraiment que le plan de Poutine, c'est d'être en position de force envers l'Europe, et il sera toujours en position de force envers l'Europe et envers le monde entier tant que personne avec une vraie force ne le stoppe, quoi. Ouais. Lui, il se fout de nous, hein. Il se fout vraiment de nous, parce que lui, il est en train de rigoler avec ses amis. Il se dit, putain, je suis arrivé à la frontière ukrainienne, il n'y a personne qui a bougé. Je prends l'Ukraine, il n'y a personne qui bouge. Ouais, il donne des armes, mais il n'y a personne qui bouge. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux. Ouais. Et la Chine est en train de réfléchir, et le monde est en train de réfléchir, et il ne faut pas qu'ils réfléchissent trop. Eh bien, merci beaucoup, Paul Manandis. Prenez bien soin de vous, surtout là-bas, à Kiev, dans la capitale ukrainienne, où vous trouvez. Merci beaucoup, Paul. Dans un instant, on va parler de toute autre chose, hein. On va parler spectacle, puisque c'est le cas Puccine. En deux mots, le cas Puccine. Elle va nous rejoindre, elle est auteure, elle est interprète, et puis elle est ventriloque. Ça, c'est quelque chose. C'est juste après, dans Les Visiteurs du Soir.